Bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à ceux et à celles qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité d'Olivier Vial. Bonjour. Bonjour. Alors Olivier Vial, je vais vous présenter rapidement et puis nous passerons au vif du sujet, comme d'habitude. Alors Olivier Vial, vous avez 34 ans, vous êtes président de l'UNI, qui signifie Union Nationale Interuniversitaire, on ne se trompe pas, C'est ça. depuis 2009. Vous avez fait des études d'économie à Grenoble, puis une thèse à l'IFP, Institut Français de Presse, c'est à Paris 2. Vous avez été membre de la section des questions économiques générales et de la conjoncture du Conseil économique et social, donc 4e Assemblée de France quand même. Actuellement, vous dirigez le Centre d'études et de recherche de l'UNI, donc CERU, un cercle de réflexion de droite centré sur les questions d'éducation et de jeunesse. Vous êtes par ailleurs porte-parole du collectif Retraite Génération Sacrifiée, collectif lancé par l'UNI à la mi-avril 2010 pour faire entendre la voix des jeunes dans le débat des retraites. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir notre avis, puisque je me classe moi-même dans cette catégorie. Alors, tout de suite, commençons par la première question. Les Français connaissent très bien l'UNEF. Hein. On peut l'appeler votre concurrent de gauche. Oui, c'est même un adversaire, bien souvent. Voilà. Et alors, on parle beaucoup moins de l'UNI, notamment parce que on vous voit beaucoup moins dans les médias. Alors, comment est-ce que vous expliquez cet état de fait ? Alors, il y a beaucoup d'explications. Il y en a une majeure, c'est que l'UNEF est connue parce que, notamment sur les dernières années, il y a eu de nombreuses manifestations et de nombreux blocages de fac. Et comme les médias sont très friands d'actions un peu coup de poing, le fait de bloquer son université, c'est quelque chose qui tout de suite attire l'attention des médias et attire les caméras. Donc l'UNEF est connue parce qu'effectivement, ça fait 4 ans qu'ils bloquent quasiment chaque année les universités. Mais vous Donc pourriez être connu parce que vous les débloquez, non ? Et c'est exactement ce qu'on fait. Malheureusement, c'est beaucoup plus difficile puisqu'à chaque fois, on a été obligé de faire alliance avec beaucoup d'étudiants. Donc souvent de le faire ou sous l'étiquette de l'UNI ou sous l'étiquette de collectifs plus généraux, donc pas toujours sous l'étiquette de l'UNI, mais on a notamment l'année dernière réussi à débloquer plusieurs universités au bout de 4 mois, des fois 4 à 5 mois de blocage, et ça nous a quand même permis d'avoir un petit accueil médiatique un peu plus important que ce qu'on avait. Donc on est plutôt en phase de progression, les médias s'intéressent un peu plus à nous qu'avant, mais effectivement, le fait pour l'UNEF, d'être une vieille centenaire, puisque l'UNEF a plus de 100 ans comme organisation, donc ça joue aussi beaucoup sur la notoriété. 40 ans pour l'UNI. 40 ans. Vous ne les faites pas ? Je sais, j'ai toujours essayé d'être un peu plus jeune. Mais effectivement, l'UNEF a 100 ans, ça fait 100 ans qu'ils font entendre la voix des étudiants de gauche dans l'université, et que souvent, ils font ça par des manifestations très médiatiques, et par des blocages qui eux aussi sont très médiatiques, ce qui explique peut-être le petit supplément de notoriété qu'a aujourd'hui l'UNEF. Ça veut dire que les étudiants de droite, il y a 100 ans, il n'y en avait pas ? Non, ça veut dire qu'en fait, au tout début, il y a 100 ans, l'UNEF était une association qui était neutre politiquement et qui comportait étudiants de droite et étudiants de gauche. Et ça a été vrai jusqu'à la guerre d'Algérie, où au moment de la guerre d'Algérie, il y a eu une dissension et les étudiants de gauche ont pris totalement le pouvoir au sein de l'UNEF, mettant les étudiants de droite à la rue, et il a fallu plusieurs années pour que quelque chose se construise, et ça a été finalement les événements de 68 qui ont permis de créer cette petite étincelle pour que nous créions en réaction l'UNI, et l'UNI est née vraiment le 30 mai 1968 au moment de la manifestation en faveur du général de Gaulle. Donc en réaction, ça paraît normal ? En réaction totalement. Voilà. Vous vous qualifiez de réactionnaire ou pas ? Non, on ne se qualifie pas de réactionnaire. L'UNI est un mouvement qui rassemble des libéraux, des conservateurs, et effectivement, tous ceux qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans le discours qui est quand même très largement majoritaire dans les universités, un discours de gauche, qui est d'ailleurs un discours d'une gauche beaucoup plus archaïque que ce qu'elle est même dans la société française. Donc quand on sait qu'en France on a sûrement la gauche la plus archaïque d'Europe, eh ben, il faut se mettre dans l'état d'esprit qu'à l'université, on a encore la gauche la plus archaïque de France. Ça donne un petit peu une idée du retard qu'on a dans les universités françaises. Alors vous me tendez la perche pour ma deuxième question, c'était pas fait exprès, mais vous avez lancé une pétition en soutien à Éric Zemmour, donc on pourra la retrouver sur le site de l'UNI, donc vous pouvez rappeler l'adresse. Alors c'est facile, c'est uni.asso.fr. Voilà, et donc vous avez lancé cette pétition qui a reçu un franc succès, je crois qu'on peut le dire, pour soutenir Éric Zemmour. Et alors, Éric Zemmour lui-même, et vous n'êtes pas sans savoir, qui se réclame de Marx, il se dit marxiste.
Alors, comment vous gérez cette contradiction apparente ? C'est pas une contradiction. Alors, il y a deux sujets. Alors, effectivement, le premier sujet, c'est que l'UNI s'est toujours mobilisé ces dernières années contre le politiquement correct et contre ceux qui voulaient s'autoproclamer censeurs de la pensée et de ceux qui avaient des idées divergentes. On a été les premiers à se mobiliser en faveur de Robert Redeker, qui lui aussi était plutôt un homme de gauche, mais qui, parce qu'il avait pris des positions courageuses, notamment sur l'islam, s'était retrouvé dans une situation totalement ubuesque et qui n'est pas dans la tradition française, puisque sa vie était même menacée. Donc on avait fait une pétition, et on avait surtout obtenu du CNESER, qui est un petit peu l'organisme central qui gère toutes les questions d'enseignement supérieur en France, un vote unanime de tous les syndicats, de la gauche à la droite, en faveur de Robert Decker pour lui garantir finalement le soutien de la communauté universitaire. Ça a été une première étape, et puis on sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose de très vif dans la société française. Il y a beaucoup de Français qui en ont marre de ne pas pouvoir dire ce qu'ils pensent et d'être tout de suite attaqués en justice par des associations qui en ont fait leur métier. Donc on a tout de suite défendu Éric Zemmour, qui avait certainement pas besoin de nous pour le défendre, mais qui c'était un symbole pour nous important. Ça a été effectivement un très grand succès, comme vous l'avez rappelé, puisque en moins de 48 heures on a eu un peu plus de 25 000 signataires. Et ça a été quelque chose de très très massif et qui aujourd'hui encore finalement continue à faire des petits, puisque depuis on a lancé une campagne d'affiches qui s'appelle Contre le politiquement correct, la vérité bâillonnée. Cette campagne d'affiches et d'autocollants connaît un vrai succès. Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui commandent cette campagne parce qu'ils ont envie de défendre la liberté d'expression contre le politiquement correct. Mais alors je reviens à ma question, parce qu'il me semble que le vous n'avez marxisme, pas répondu. Le marxisme. Est-ce que alors, Zemmour, le marxisme, non, je pense que... que pas du tout. Éric Zemmour, en plus, je pense pas qu'il se définisse comme marxiste. Il se définit effectivement comme... Il a dit à Marie-Georges Buffet qu'il était plus marxiste qu'elle. Ça, c'est parce qu'il doit juger que Marie-Georges Buffet est de cette nouvelle gauche qui est un petit peu stratosphérique, mais en gros, sur Éric Zemmour, il y a beaucoup de choses qu'on partage, notamment sur ses prises de position, sur l'identité française. Il y a beaucoup de choses qui ne font pas l'unanimité au sein de nos adhérents, mais je ne pense pas qu'on puisse en tout cas dire qu'il est marxiste. C'est sûr qu'il est d'une droite conservatrice, anti-mondialisation, qui est très souverainiste, et que cette droite-là a sa place aujourd'hui, a une place totalement aussi en sein de l'UNI, puisqu'on a aussi une bonne partie de nos adhérents qui sont de cette fibre de droite-là, sans tomber dans le marxisme pour autant. Et c'est intéressant parce que justement ça nous plonge dans le changement de gauche-droite depuis 30 ans, puisque on voit que Zemmour aujourd'hui est sur des positions très proches de Georges Marchais. Je pense pas. Non, je pense. Alors, il y a contre toujours l'immigration. Oui, mais ça a toujours été aussi des thèses à droite, c'est qu'effectivement la droite est finalement composite, et ce qui a toujours été finalement la richesse de l'UNI, c'est d'être en capacité de faire dans les universités et au moment important l'union de la droite, en rassemblant des libéraux conservateurs qui effectivement sur plein de sujets ont des différences d'approche assez fortes, mais on a réussi à le faire puisqu'il y a quelque chose, et c'est en ça peut-être que d'ailleurs on se reconnaît aujourd'hui un petit peu plus en Éric Zemmour, c'est qu'il y a quelque chose quasiment, en tout cas pour nous qui sommes avant tout des militants, il y a quelque chose de plus important presque que les idées, puisque on peut avoir des gens qui ont finalement les mêmes idées, qui partagent les mêmes valeurs, mais qui n'ont pas du tout les mêmes comportements face à la vie, et il y a un tempérament de droite qui nous semble presque plus important que les valeurs. Ce tempérament de droite, c'est le refus de l'assistanat, c'est le refus de se laisser imposer des idées par quelqu'un d'autre, c'est une envie de participer et de s'engager, et bien ce tempérament-là, finalement, il transcende les différents courants qui peuvent exister à droite, et c'est un petit peu là-dessus que nous, on a réussi à faire cet alliage qui dure depuis plus de 40 ans. C'est plus une droite de tempérament. On a souvent tendance à dire d'ailleurs que l'UNI, pour reprendre une terminologie qui était une terminologie de Denis Tillinac, on a connu la droite de René Raymond avec les trois droites. L'UNI, c'est la quatrième droite, c'est la droite mousquetaire, qui est plus une droite de tempérament qu'une droite avec des clivages idéologiques très marqués. Très bien. Alors, deux dernières questions. La première est un peu dérangeante, je pense, pour vous, parce que, enfin, justement, ça va vous permettre de lever une rumeur qui court, qui est venue jusqu'à mes oreilles, donc vous voyez, et pourtant, je ne l'ai pas cherché, le MET, qui est donc le mouvement des étudiants. Bon, alors moi, on m'a expliqué que c'était une structure qui avait été faite pour que l'UNI soit récupérée par l'UMP.
Alors c'est exactement le contraire. En fait, le constat, c'est que depuis 2007, l'université a véritablement changé. Et on n'est qu'au début des changements, puisque le mode électoral va profondément évoluer. Il y a 15 jours, il a été voté par le Sénat le vote électronique pour les élections étudiantes, ce qui va radicalement changer la manière de faire les élections. Aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il y a 5% de participation chez les étudiants. 5%. Le vote électronique, ça va multiplier la participation. Dans le même temps, on avait pendant très longtemps des élections qui se déroulaient dans les universités, qui étaient très éparpillées dans le temps, ce qui laissait aux syndicats le temps d'organiser leurs élections, en tout cas tous les syndicats. Aujourd'hui, depuis la loi LRU qui a été votée en 2007, les élections sont très concentrées et on a toutes les élections de toutes les universités en l'espace de 6 semaines. Ce qui donne aujourd'hui un vrai pouvoir supplémentaire aux grosses structures. Et l'UNEF en a parfaitement conscience et l'a parfaitement utilisé. Et face à ça, nous on a eu la nécessité de peser aussi fort que l'UNEF et donc de créer une structure qui soit capable, justement, vous disiez au début qu'on avait un petit déficit de notoriété, qui soit capable d'être l'alter ego de l'UNEF. Donc à partir de l'UNI, à partir d'autres structures qui peuvent exister, il y a des associations culturelles, il y a des associations sportives, il y a des associations de filières, il y a des associations spécialisées sur l'insertion des jeunes diplômés, etc. Ces différentes associations sont en train de se fédérer autour d'un projet qui est le projet du mouvement des étudiants, avec autour effectivement des étudiants de la branche étudiante de l'UNI. Très bien. Alors il nous reste encore un peu de temps. Peut-être j'aurai le temps de vous poser 2 questions. On va voir, ça dépendra de la longueur de votre réponse. Parce qu'on a parlé de ce collectif donc, sur les retraites. Vous, en tant que porte-parole de ce collectif, quelle est votre position sur le débat sur les retraites ? Aujourd'hui, le débat sur les retraites, on a un peu l'impression que qu'il est sur les mêmes rails que les débats précédents qu'on a eu sur les retraites. C'est-à-dire qu'on est sur un débat où on sait bien que le système est totalement faillite, et on le sait depuis longtemps, puisque dès 1991, Michel Rocard commande un rapport, et le rapport est catastrophique. On sait que le système ne pourra pas fonctionner longtemps. Pour quelqu'un de droite, vous citez encore quelqu'un de gauche. Oui, mais parce que justement la différence, c'est que la gauche, comme Michel Rocard, a pris conscience de cette situation-là, mais il n'a pas fait les réformes. Et s'il a fallu les premières réformes, ça a été Édouard Balladur, qui donc a engagé des réformes qui étaient insuffisantes. Et depuis 1991, chaque gouvernement de droite engage des réformes, mais malgré tout, ce sont des réformes qui permettent de sauver le système pour quelques années, mais pas de lui assurer une réelle pérennité. Vous voudriez dire que la droite ne fait pas son travail, en fait. Elle fait le travail, mais sous pression. Ouais. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a créé ce collectif. Elle fait aujourd'hui la droite réforme sous la pression constante des syndicats de salariés. Et notre vision des choses, c'est que les syndicats de salariés, aujourd'hui, ne défendent pas l'intérêt des jeunes. Au contraire, tout leur travail consiste à faire en sorte que les réformes qui sont proposées par les différents gouvernements soient des réformes à minima, parce qu'ils ne veulent pas qu'on touche trop le système, de façon à ce que leurs adhérents, qui sont, c'est un secret pour personne, la majorité des adhérents des syndicats professionnels sont des personnes plutôt âgées. Les syndicats n'arrivent plus à recruter chez les jeunes. Et donc, leurs adhérents étant plutôt âgés, étant plutôt proches de la retraite, ils essayent de sauver le système de retraite pour les 5 prochaines années, mais pas du tout pour ceux qui rentrent dans le système. Et nous, on a décidé de finalement peser dans le débat en essayant de rassembler les jeunes actifs, les étudiants, parce que, en gros, quand on a moins de 40 ans et que du coup on sait qu'on n'aura pas notre retraite avant 25 ou 30 ans, eh bien, c'est pas du tout le même débat qui se pose. La question de la pénibilité, toutes ces questions-là qui sont des questions aujourd'hui majeures du débat, c'est des questions de vieux. Ouais. C'est pas des questions. Sans faire de discrimination, bien sûr. Sans faire de discrimination, mais c'est pas des questions de jeunes. Aujourd'hui, quand on est jeune, la question c'est de savoir, ok, je commence à travailler, je commence à cotiser. Est-ce que je cotise à fond perdu ? Est-ce que je suis sûr que j'aurai une retraite à la fin ? Pour l'instant, personne ne peut nous le garantir. Il y a 35 milliards de déficit cette année, en 2010. On en prévoit 100 milliards. Et les plans qui sont proposés pour l'instant ne nous permettent même pas de revenir à l'équilibre zéro. Donc on n'est pas du tout sûr. Et ce qu'on a vu en Grèce peut que nous inquiéter. On n'est pas sûr qu'on y arrive. De la même façon, quand on est jeune, on aimerait savoir quelle retraite, quel est le montant de notre retraite. Et est-ce qu'on aura les moyens d'avoir un petit plus, et se constituer une épargne, de capitaliser. Ça, prévoir aussi longtemps à l'avance, je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais ma dernière question, parce qu'on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité de Olivier Vial, ma dernière question sera la suivante.
Est-ce que votre solution, à vous, c'est simplement introduire un peu plus de capitalisation ou est-ce que c'est autre chose? La solution, c'est, déjà, revenir sur le mirage socialiste de mitterrandien, c'est-à-dire que en 1983, on décide en France, à l'époque, en 1983, la retraite, l'âge légal, c'est 65 ans. En 83, arbitrairement, politiquement, on décide de le mettre à 60 ans, alors que c'est une décision, tous les spécialistes le savaient, qui était à l'encontre même de la démographie. Donc déjà revenir à 65 ans, qui est la moyenne de ce qui se met en place en France, qui sauve une grande partie du système par répartition. Et à côté de ça, effectivement, on sauve le système par répartition, on augmente la durée de cotisation, on augmente l'âge légal de départ à la retraite. On évite totalement d'augmenter les cotisations ou de créer une nouvelle taxe, parce que ça serait une double peine pour les jeunes. Si on augmente les cotisations, ça veut dire que à terme, si c'est les jeunes, ça va faire baisser le pouvoir d'achat des jeunes générations. Si c'est les entreprises, ça fait baisser la compétitivité. Ça pèsera à un moment ou à un autre sur le marché du travail, donc sur la capacité de trouver un emploi pour un jeune, ce qui serait une double peine considérable. Et si on augmente trop les cotisations, ça permet effectivement, ça rend finalement totalement otage le jeune du système par répartition, alors que tous ceux qu'on a aujourd'hui, notre génération, est attachée au système par répartition si elle est en capacité de lui créer à côté un petit coussin de capitalisation qui peut être une épargne complémentaire. Tout le monde va avoir une petite épargne complémentaire. Et donc là-dessus, il faut qu'on laisse les moyens aux Français de le faire. Donc il ne faut pas augmenter les cotisations parce que les jeunes ont besoin d'avoir cette épargne qui leur permet notamment de devenir propriétaire, parce que devenir propriétaire aujourd'hui en France, c'est déjà le premier moyen de répondre à cette question de la retraite et d'assurer sa retraite. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Olivier Vial d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à une prochaine émission. Au revoir.